Michel Cantu, qui a rempli des fonctions importantes dans la gestion du monde, que ce soit sur le plan national en tant que directeur du Trésor ou gouverneur de la Banque de France, mais aussi sur le plan international en tant que directeur général du Fonds monétaire international pendant 11 ans. Ces fonctions suffisent à comprendre sa personnalité, riche, compétente, généreuse et surtout ouverte sur le monde. Michel Cantu a toujours mis l'homme au cœur de ses réflexions et de ses engagements, aussi bien dans ses engagements professionnels que dans les responsabilités qui lui ont été confiées, entre autres, en la présidence des Semaines sociales de France, mais aussi dans sa responsabilité dans le groupe Ouest France et à la fondation du Collège des Bernardins. Michel Cantu est d'abord un humaniste, proche des citoyens de ce monde. Il a su de ce fait entraîner de nombreux dirigeants, publics et privés, dans le monde vers un futur plus juste et plus solidaire. Écoutez, il se trouve que j'ai bien connu Henry Kissinger. Chez lui, l'humour juif new-yorkais n'était jamais loin. Et cette phrase qui est, en effet, qui a été répétée des centaines de fois dans les cercles diplomatiques, est véritablement une boutade. Il n'a jamais eu du mal à entrer en contact avec les dirigeants européens. Mais il est vrai que l'Europe a mis du temps à être perçue pour ce qu'elle allait devenir. Et d'autant plus que beaucoup dans le monde n'étaient pas tellement pressés de l'avoir joué un rôle diplomatique de premier plan. Cela est maintenant de l'histoire ancienne, et je peux vous dire d'ailleurs que dès le premier jour de ces 13 ans que j'ai passés au Fonds monétaire international, l'Europe était au bout du fil à peu près en permanence, à tous les niveaux évidemment, entre chefs de bureau, entre directeurs généraux, parfois au niveau des commissaires européens et de mes collègues administrateurs du Fonds monétaire international, parfois au niveau des chefs d'État. Je n'ai pour ma part eu aucune difficulté, quand cela a été nécessaire, à entrer en contact aux différents niveaux et d'avoir à tous ces niveaux-là une écoute attentive et un très grand respect déjà pour ce que l'Europe représentait. Et ceci n'a fait que s'accentuer, évidemment, particulièrement en période de crise. Nous savons tous que l'Europe a grandi à l'occasion des crises. Ceci est en train d'être démontré une nouvelle fois avec la crise que nous traversons. Et ceci nourrit d'ailleurs mon espérance lorsque je pense à l'Europe face à l'avenir du monde. Donc, il n'y a pas de problème de numéro de téléphone et je vois plutôt des relations qui s'affermissent et une Europe qui grandit comme grand acteur de la gouvernance du monde. Commençons par la génétique européenne que vous évoquez. Je vois 3 ou 4 gènes fondamentaux. Le premier, c'est évidemment le multilatéralisme, c'est-à-dire fondamentalement cette idée qu'une souveraineté est d'autant plus forte qu'elle est partagée. Et ceci s'appliquera dans un instant, nous en reparlerons, à l'euro. Sans l'euro, notre souveraineté monétaire de Français, mais celle aussi, la plupart, y compris de la République fédérale, aurait sombré dans les crises que nous venons de traverser. Quand j'étais directeur du Trésor, j'ai eu à dévaluer le franc 7 fois. Et je sais, nous savons tous, l'épreuve qu'est une catastrophe monétaire. Eh bien, sans cette souveraineté monétaire partagée, l'Europe aurait risqué de sombrer et c'eût été pour le monde une catastrophe. Donc, le multilatéralisme, cette
conviction que les problèmes du monde en particulier sont tels que ils sont tellement globaux, tellement mondialisés qu'on ne peut y répondre qu'à partir d'une entité impliquant tous les pays, ou le plus possible de pays, donc à travers le filtre de ce premier gène qui est le multilatéralisme. Le second, pour moi, c'est la paix du monde. On n'imagine pas les pays d'Europe se mettre d'accord dans le cadre des institutions européennes pour faire la guerre à qui que ce soit. C'est génétiquement, à mon avis, impossible. L'Europe s'est construite pour la paix et elle a ce gène en elle-même à partir d'une réconciliation d'ennemis héréditaires. Troisièmement, enfin, l'Europe a une responsabilité génétique aussi à l'égard de l'Afrique. Relisons, nous sommes le 9, aux approches du 9 mai européen ou le 9 mai, relisons la déclaration Schuman. Il est dit, cela tient en deux lignes, que la prospérité que la communauté européenne entraînera permettra à l'Europe de faire face à la responsabilité qui est la sienne dans le développement, la croissance des peuples d'Afrique. Voilà trois éléments, trois premiers gènes. Et au fond, ils tiennent tous dans un quatrième, qui est l'ouverture. Je crois que de ses origines à nos jours, l'Europe a été fondamentalement caractérisée par l'ouverture. Alors, beaucoup vous diront, au nom d'une image nostalgique ou rêvée du passé, que l'Europe n'existe pas en dehors de chacun de ses États membres dans une conception étroite du patriotisme. Non, l'Europe ne grandit, n'a impressionné le monde, n'a contribué à ce que le monde aujourd'hui que par son ouverture. Voilà donc les quatre éléments de génétique, si je puis dire, et vous me suggérez d'appliquer ça à l'euro. L'euro est, après la déclaration du 9 mai 50, l'Europe est un autre miracle de l'Europe. Il était inimaginable en 1980 que l'on parvienne en l'an 2000 à l'unité monétaire de l'Europe, à une monnaie européenne. Pourquoi? Parce que la construction européenne s'était faite juste là par petits pas successifs, certaines enjambées certes, mais plutôt des petits pas, et on allait du plus simple au plus compliqué. Le plus compliqué étant l'abandon d'un élément de souveraineté majeur. Et donc, au début des années 80, on se disait que oui, on rêvait de la monnaie européenne, mais que ça ne serait possible qu'en fin de processus, tellement la monnaie fait partie du cœur profond de la souveraineté nationale. Eh bien, il y a eu un coup d'audace et peut-être de génie de la part de Jacques Delors, consistant à dire à un moment donné, au début des années 90, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il y a un moment où il faut franchir un grand pas, faisons la monnaie européenne et tout le reste sera comme emporté dans ce nouveau grand courant d'union économique et monétaire avant de dire financière. C'est ce qui s'est fait et je vous demande de réfléchir un instant. Comment l'Europe et comment le monde auraient traversé les crises que nous avons connues, crise de l'Internet, crise des années 2007, 2008, 2010, s'il n'y avait pas eu l'euro? Nos monnaies se seraient décomposées. On aurait dévalué toutes les monnaies européennes 36 fois. On ne sait pas ce que le Deutschmark lui-même serait devenu. Et ce désordre majeur en Europe se serait traduit par des ravages considérables supplémentaires dans l'économie mondiale. Et donc, voilà un domaine où l'Europe, emportée par
l'imagination, l'audace et le courage de ces dirigeants à trouver le moyen non seulement de ne perdre nullement le moindre élément de souveraineté monétaire, mais elle s'est trouvée renforcée au contraire, et tous nos pays bénéficient du fait que nous sommes la troisième puissance monétaire du monde, et cela avec tous les avantages que cela montre. J'ajoute que ce succès monétaire de l'Europe augure bien des efforts qu'il faudra entreprendre un jour, que j'espère très prochain, pour aller à partir de droits de tirage spécial vers une monnaie européenne, une monnaie mondiale, mais c'est un autre sujet. Quatre importantes questions. Est-elle devenue une référence? Je crois que oui. Elle est reconnue comme une expérience exceptionnelle. Et les expériences exceptionnelles donnent toujours à réfléchir. Hélas, elles ne sont pas toujours suivies. Et hélas, les pays du monde qui en auraient le plus besoin, peut-être, sont dans un état de relation, sont dans des champs de force économique qui ne facilitent pas la manœuvre providentielle qu'ont eu les pères fondateurs de l'Europe autour de 1950. Peut-elle faire des émules? Je le souhaite profondément, même si, pour l'instant, les expériences qui ont été tentées, je pense au Mercosur, je pense à diverses expériences en Afrique, diverses expériences aussi en Asie, aucune d'elles, pour l'instant, n'est très convaincante, ce qui ne fait que nous montrer le mérite et le courage et les vertus, d'une certaine manière, qui ont été nécessaires aux hommes qui ont porté l'Europe sur les fonds baptismaux. Faut-il les espérer? Je ne pense pas. Je pense que pour ces pays qui tentent de se rapprocher, qui tentent de s'inspirer peut-être de cette expérience européenne, la sortie de crise vers laquelle nous cheminons, du moins je l'espère, peut être une occasion de remettre en cause certaines habitudes, certains types de relations qui aujourd'hui ne cadrent plus avec ce que ce monde qui s'unifie à tout bout de champ, requiert. Alors, est-ce que l'Europe peut aider à cette unification ou à ces rapprochements économiques mondiaux? Y a-t-il pour l'Europe, comme vous le disiez, un rôle à jouer pour la gouvernance mondiale? Là, la réponse ne fait aucun doute pour moi. Précisément parce que l'Europe a donné à nos pays la possibilité de parler d'une seule voix crédible, cela nous donne une responsabilité pour contribuer à une réforme fondamentale et indispensable de la gouvernance mondiale. Alors, ceci s'applique évidemment aux Nations Unies et à la nécessaire réforme du Conseil de sécurité, du droit de vote, de la nécessité de renforcer certaines institutions qui ne sont plus à la hauteur par les moyens qu'elles détiennent des responsabilités qu'elles portent. Je pense à l'UNESCO, je pense à la nécessité d'une institution mondiale de l'environnement qui n'existe pas encore. Je pense à l'Organisation mondiale de la santé qui joue un rôle important en ce moment, mais dont nous voyons toutes les limites. Eh bien, je crois que sur ces différents chantiers, l'Europe peut apporter avec son expérience une contribution majeure parce qu'elle sait où il faut aller, elle sait les obstacles qu'il faut éviter. Ça sera très difficile, ça prendra du temps. L'Europe a mis beaucoup de temps à parvenir là où elle est, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là.
le monde a besoin de renforcer sa gouvernance. L'expérience de l'Europe peut être décisive pour arrêter le processus. Alors, vous me demandiez aussi dans quel est-ce que nous avons les moyens de peser dans cette bonne direction? Je crois que oui. Et n'oublions pas que nous sommes la première puissance commerciale du monde. Le premier marché, un marché riche, nombreux, avec une clientèle exigeante, invitant au progrès dans tous les domaines. Je crois un marché dont nul ne peut se passer, qu'il s'appelle Chine, qu'il s'appelle États-Unis. Il faut s'accorder économiquement avec l'Europe, et l'Europe le sait bien. Il faudrait aussi parler d'autres domaines, évidemment, mais nous n'avons certainement pas le temps. Je crois que, oui, en un mot, l'Europe est désormais une voix écoutée et qui peut contribuer à orienter les institutions mondiales. Je pourrais vous parler longuement de la nécessaire réforme financière internationale. Nous n'en avons pas le temps, certainement, mais mon expérience de Fonds monétaire international m'oblige à vous dire que la voix de l'Europe pour ces questions-là est essentielle. Elle l'était déjà dès les années 70. La voix de l'Europe dans ces matières a toujours été écoutée. Bien sûr, nous n'avions pas le poids à l'époque qu'avaient les États-Unis et qui dictaient leurs lois. Je crois que le monde est en train de changer. Je crois que l'Europe peut aujourd'hui peser davantage. Ah ben écoutez, il s'agit de résumer ce que nous venons de dire. 3 mots, les voilà. Ouverture, humanisme. Et quand je dis humanisme, je l'étends aux valeurs démocratiques qui nous sont fondamentales, n'est-ce pas, au-delà des valeurs culturelles. Et puis je dis multilatéralisme. Écoutez, je les connais toutes, ou à peu près, les grandes en tout cas. Mais il y en a une où je reviens avec un très grand plaisir. Alors, vous allez me dire que je suis presque casanier en vous disant ça. Mais la ville à laquelle je songe est Saint-Sébastien, en Espagne. Pourquoi? Parce elle est basque plus qu'espagnole. Et du côté de mes parents et grands-parents, j'ai des origines basques et j'habite tout près de cette frontière. C'est une ville où la culture française et la culture espagnole se marient, et je porte en moi-même ces deux cultures et je les chéris. Et puis c'est une ville magnifique par son site, par son paysage, par sa joie de vivre, par tout ce qu'elle comporte d'harmonie et de richesse culturelle et simplement humaine. Alors, je vais vous demander de m'autoriser à faire une petite distinction entre la grande histoire de l'art dans le monde et le rôle des Européens là-dedans, et puis les artistes autour du 9 mai 50. Alors, si je regarde la grande histoire du monde, évidemment, pour moi, c'est très clair. Du côté de la peinture, c'est Rembrandt. Et Rembrandt, tel que je l'ai découvert en haut de l'escalier du musée de l'Ermitage à Moscou, l'accueil de l'enfant prodigue par Rembrandt. Et puis, côté musique, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est Mozart, à cause de son charme et évidemment de la profondeur de beaucoup de ses œuvres. Mais si maintenant j'essaye de me situer le 9 mai 50, à quoi est-ce que je songe? À la musique d'abord, deux musiciens et pas seulement un seul. Le premier, c'est Olivier Messiaen, parce que dans un stalag, camp de prisonniers en Allemagne, dans un hiver glacial, il crée le Quatuor pour la fin du temps, qui est la plus belle
pièce de musique du XXe siècle à mon égard. Il crée ça devant 20 000 prisonniers, avec un piano désaccordé, un violon, un violoncelle et une clarinette. Et c'est une pièce absolument magnifique, évidemment, dans une perspective d'apocalypse, mais elle crée l'espérance. Et ces prisonniers ne s'y étaient pas trompés. L'autre, alors là, c'est beaucoup plus grave. C'est le train pour les victimes d'Hiroshima de Krzysztof Penderecki, le grand compositeur polonais. 3 minutes de musique au maximum. La confrontation au mal absolu. Et l'écoutant, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la phrase de Malraux: face au mal absolu, il n'y a que la fraternité. Alors, s'il faut parler peinture, alors, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu chauvin. Et là, je vois la grande école des abstraits lyriques en France, Soulages, Manessier, Bazaine. Et si vous pensez à la peinture de Soulages, vous verrez comme elle est proche finalement à beaucoup d'égards de la musique de Penderecki et de cette intuition des artistes que face au mal, au noir, à la noirceur du monde, il n'y a que l'espérance et la fraternité qui soient la vraie réponse. La Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne remercie Michel Cantu d'avoir participé à notre série d'interviews intitulée L'Union européenne vue par. Merci de nous avoir partagé votre vision de l'Europe, très cher ami. Et sachez que nous avons besoin de témoins tels que vous pour continuer de faire comprendre ce beau projet européen dans le monde d'aujourd'hui.